Donc, bonjour tout le monde. On va débuter la présentation. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour venir nous entendre, venir partager avec nous une expérience particulière, donc vécue au C3S de Saint-Jérôme. D'entrée de jeu, j'aimerais quand même vous rappeler, vous connaissez déjà un peu la situation, il y a des feuilles d'évaluation, donc à la fin de la rencontre, je vous invite à prendre une feuille derrière et à compléter l'évaluation. Si jamais vous posez des questions, soyez pas surpris, on va reprendre vos questions pour que ça puisse rentrer dans l'enregistrement de notre présentation. Voilà, je ferme la boucle, je ferme la page. Il faut que je reste ici, c'est vrai, si je veux que ça enregistre. Bon, alors, le thème, une transformation des services axée sur le rétablissement et la pleine citoyenneté. Passer de la position du savoir à celui de l'apprenant. Donc, ça commence, bon, pour vous dire en gros, l'ordre des présentations, il y a une mise en contexte que je vais faire. Diane Harvey de la QRP va prendre la parole sur le rétablissement. On a un projet d'agent de changement en cours, c'est Mathieu Morel-Bouchard, qui est complètement à l'extrême, qui va le présenter. Jonathan Séguin va vous parler des pratiques au niveau de l'hospitalisation particulièrement, donc les pratiques qui ont été renouvelées au C3S. Marc va parler particulièrement de prendre sa place, donc comment on est arrivé à laisser une place aux utilisateurs de services dans notre organisation. Et Marie-Ève, qui est une utilisatrice, va vous présenter quelque chose en images et en mots. Voilà. Donc, et ce sera le mot de la fin. La mise en contexte. Je vais commencer avec ma petite histoire, parce que dans le fond, c'est un peu notre expérience qu'on vient vous porter ici. Donc, je vous dirais que je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé mentale depuis 1986, donc je n'ai pas commencé hier. J'ai travaillé pendant 17 ans de temps dans une organisation communautaire du côté de Montréal. Il y avait aussi des ressources d'hébergement. Et quand je suis arrivée là, donc c'était le début de ces ressources, on développait, et je vous dirais que rapidement, on a fait une place importante aux utilisateurs de services qui participaient dans nos activités ou qui étaient hébergés dans certaines ressources ou encore au centre de crise. Pour nous, l'utilisateur de services a toujours eu une place prépondérante dans l'organisation de nos activités. Donc, j'étais à Iris. Oh, excusez-moi, je n'étais pas supposée nommer le nom, mais j'étais à Iris. Donc, c'est ça, chasser le naturel, il revient au galop. Je vous dirais que ce que j'ai vécu de particulier, de très, très particulier là-bas, ça a été à un moment donné dans une ressource, quand on m'a demandé d'aller prendre la responsabilité de cette ressource-là. Je suis arrivée, puis les couteaux de cuisine étaient souclés dans les bureaux des intervenants. Les rasoirs des résidentes étaient souclés dans le bureau des résidents, des intervenants. Et je ne comprenais pas très bien, je vous dirais, que la porte du bureau était aussi fermée. Donc, j'ai fait, non, ça ne marche pas. On avait quand même eu des petites discussions et on a demandé aux gens, on remet les couteaux dans la cuisine, on demande à la cuisinière de gérer les couteaux. On donne les rasoirs aux filles, puis on demande aux filles si elles ont besoin de parler de ce qui les habite, de venir nous rencontrer. On demande aux intervenants d'ouvrir la porte et de devenir disponibles. Je vous dirais qu'en 14 ans de responsabilité dans ce foyer-là, il n'y a jamais eu un passage à l'acte. Ça s'est toujours très bien passé parce qu'on a fait confiance aux gens qui étaient avec nous. Donc, je finis cette tranche d'histoire-là. Un jour, je dis, bien, ça me prend d'autres défis et je décide d'aller vers Saint-Jérôme. Il y avait déjà une réputation qui grondait autour de Saint-Jérôme. C'est pas facile, le centre de crise n'avait pas réussi à s'installer, tout ça. Je me suis dit, avec mon rêve, avec tout ce que je porte, je suis sûre que je peux faire quelque chose, faire la différence. Donc, je suis partie, j'ai travaillé au CLSC, ça a très bien été. Puis, on était dans la fusion. Ça vous dit quelque chose? Alors, je suis arrivée là-bas dans le cadre d'une fusion et ils ont ouvert un poste de direction pour le programme santé mentale. Ça n'existait pas à l'époque. Et j'ai décidé d'appliquer et j'ai eu le poste. Mais ça, je savais que ça voulait dire aussi que je ramassais toute la partie hospitalière. Quand je suis arrivée sur les unités de soins et que j'écoutais les gens parler de la clientèle, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. J'avais l'impression qu'ils ne parlaient pas des mêmes personnes que moi j'avais connues 17 ans de temps à l'organisme où je travaillais. Il y avait des mots, des termes d'utiliser. J'avais l'impression que j'étais dans un milieu plus carcéral qu'autre chose. C'est allé très loin. C'est allé jusqu'à me demander de fournir aux gens qui y travaillaient des boucliers pour pouvoir intervenir dans les situations d'agression.
Donc oui, il y avait beaucoup de passages à l'acte, mais moi, j'ai toujours eu pour mon dire que s'il y avait un passage à l'acte, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose dans l'intervention qui était déficient. Alors, ce que j'ai fait, ils n'ont jamais eu de bouclier, mais j'ai plutôt axé sur une formation en oméga pour une pacification de l'approche auprès de la clientèle. Mais ça a été ça, j'ai eu un choc culturel assez solide, merci beaucoup. Donc, en plus d'une réputation qui n'était pas très jolie, je me là dans cet espace, dans cet univers, à me dire, ça n'a pas de bon sens, ce qui est vécu ici, il faut que ça change. J'avais vraiment l'intention de faire la différence et je portais ce rêve d'un monde meilleur, on va dire ça comme ça. Je parle particulièrement de l'hospice. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Là, on est passé de crise en crise, de plainte en plainte, de rapport en rapport. Je vous dirais qu'on y a goûté de tous bords, tous côtés. On n'avait jamais le temps de se projeter en avant. On était toujours en train d'éteindre les feux. Fait que ça a été protecteur du citoyen, droit et recours étaient omniprésents avec nous, pas nécessairement pour, bien oui, nous aider, mais en tout cas, ils aidaient la clientèle. Moi, je travaillais avec eux, mais c'était pas facile. On avait des plaintes, la CSST gérait avec moi, j'avais les syndicats qui géraient de l'autre bord. En tout cas, c'était de toute beauté. Et beaucoup de recommandations qu'on essayait de mettre de l'avant, mais ce n'était pas facile. Juste vous dire, entre autres, dans certaines recommandations, on nous demandait de permettre aux gens de sortir, puis aller à l'extérieur, puis prendre l'air, puis on avait un éducateur spécialisé, that's it. C'est pour 85 lits d'hospitalisation, une unité médico-légale et 10 lits de soins intensifs. C'était avec ça qu'on travaillait. Il faut dire qu'à l'époque, c'est pas loin derrière, mais on est rendu ailleurs. C'est pour ça que je suis fière d'être ici aujourd'hui. On avait trois travailleuses sociales qui essayaient de travailler à la sortie des gens. Ils ne choisissaient pas où ils voulaient aller. C'était plutôt imposé. Ils faisaient avec ce qu'il y avait. C'était pas facile. Donc, suite à tout ça, malgré la bonne volonté, le vouloir, j'étais tout seul aussi, il faut le dire, très difficile de faire du recrutement en gestion. Les gens n'étaient pas intéressés à s'accoler à ce milieu-là, qui était plutôt difficile. Donc, un roulement de personnel important aussi. Donc, il y a une rupture. Et on dit que souvent, ça nous permet d'aller plus loin après. Donc, une rupture qui a été assez dure. Donc, une enquête qui a eu lieu avec le Collège des médecins et l'Ordre des infirmiers et infirmières. Et leur rapport, le Xème rapport, a été déposé en juin 2011. Et là, ça a fait mal. Donc, ce qu'il y avait en gros dans le rapport, pas surprenant, mais pour les gens qui travaillaient là, oui, ça a été surprenant pour eux. Donc, bref, il y a eu traitement abusif. On parlait de la qualité de soins qui était archaïque. C'était médecin, infirmière, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres professionnels, pas de travail en interdisciplinarité. On parlait de droits bafoués. Oui, on était encore, si vous ne faites pas ça, on va vous mettre en jaquette. Si vous ne prenez pas vos médicaments, vous ne pourrez pas sortir. On avait beau dire, il y a d'autres choses qui existent, mais quand on disait ça, les peu de personnes qui disaient « les personnes ont le droit de choisir », on avait l'impression d'être un extraterrestre qui descendait dans le milieu. Donc, on parlait d'approche paternaliste, d'installation des US, c'est très vieux à Saint-Jérôme, c'est un fait, c'est très étroit, très restreint, puis que le milieu était un milieu asilaire. Donc, je vous dirais que ça a fait un grand clash. Les gens qui travaillaient dans le milieu ont été assez ébranlés. Il y a eu beaucoup de monde qui sont partis en arrêt de travail. Donc, il y a eu de l'opposition, de la négation. Les gens sont devenus victimes de ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas. Ils voulaient qu'on prenne la place publique pour dénoncer ce qui avait été dénoncé par le Collège des médecins dans le fameux rapport, qu'on aille dire que ce n'était pas vrai. On ne pouvait pas faire ça. Parce que c'était vrai. Il fallait que ça change. C'était un point de non-retour. On ne pouvait plus rester là. Donc, repli, refus, la honte. Les gens ne voulaient plus aller dans leur famille. Quand on leur demandait « Est-ce que tu travailles? » Ils ne voulaient pas dire où ils travaillaient parce qu'ils étaient accolés à un rapport qui avait été difficile. Donc, il y avait vraiment la peur du jugement de l'autre. Donc, les gens sont rentrés dans une espèce de bulle. C'était très triste, c'était très difficile, autant pour les employés que je vous dirais pour la partie médicale. Donc, ce rapport-là, il y avait 27 recommandations. On s'est dit, OK, on a deux choix. Ou on croule ou on se relève. Il faut que ça change. On s'est relevé les manches.
On s'est serré coude à coude. Il y en avait pour tout le monde, de toute façon. C'était autant au niveau du ministère, l'Agence de la santé, la direction générale de l'établissement, qui n'avait pas été, pas dans les dernières années, mais au début, qui était peu présente, la direction du programme santé mentale avec les gestionnaires, la direction des soins infirmiers, parce que c'est eux qui s'occupent de la qualité des soins, la direction des services professionnels, les médecins, les intervenants, bref, tout le monde. Ces gens-là se sont solidifiés ensemble et on a eu une collaboration importante aussi de l'ALPAM, donc qui est l'Association laurentienne pour les proches et les personnes atteintes de maladies mentales, et de droit et recours Laurentides. Donc, on a des comités qui ont été mis sur pied. On se voyait à peu près aux 6 semaines, 6 semaines, pour travailler sur différents thèmes et faire avancer les dossiers. Et on a surtout eu un partenaire de choix. Parce que vouloir changer, pour ma part, pour parler de moi, je voulais changer ce qu'il y avait là depuis le début. Mais quand tu as 200 employés qui sont pris dans une culture, dans des façons de faire, où l'approche médicale était très forte, l'approche nursing, mais où on ne pouvait pas offrir autre chose, on a beau vouloir, à un moment donné, on se demande quelle ficelle aller tirer. Donc, puis j'étais convaincue qu'il y avait une question de philosophie, qu'on pourrait faire du changement à partir du moment où on apporterait autre chose aux gens. Je parlais tantôt avec quelqu'un dans la salle qui me racontait qu'il y a un endroit où les gens ont peu accès, ne viennent jamais dans les colloques, ne viennent pas à la QRP, ils ne vont pas non plus au colloque du printemps là, pour les journées annuelles. Pour moi, c'est important, ces journées-là, puis pas juste pour moi, vous y êtes aussi, parce que ça nous amène autre chose. On entend autre chose. On a vu à travers les années la place que les utilisateurs de services ont pris dans l'organisation. Quand tu n'as pas accès à ça, tu te coupes d'une richesse au niveau des pratiques qui sont importantes. Bref, une rencontre exceptionnelle. On a rencontré Diane Harvey et Marie Gagné de la QRP, avec qui on a eu des bons échanges, puis on s'est dit comment on peut prendre la chose pour changer les façons de faire. Et assez rapidement, on s'est dit, d'accord, on s'enligne sur le rétablissement. J'en avais entendu beaucoup parler, puis j'avais l'impression pour moi que ça pouvait faire cette différence-là. Donc, on s'est dit, on va transformer en s'attaquant à la philosophie d'intervention, au changement de culture, on va aller dans l'écoute, au changement de paradigme, on va rendre la personne responsable de ses choix, on va l'impliquer dans les décisions qui la concernent, on va faire place à la pleine citoyenneté, on va essayer de travailler à partir de leurs rêves. J'en avais un, ils en ont un maintenant. Le rêve, c'est de faire de Saint-Jérôme un endroit agréable, tant au niveau de la première ligne, de la deuxième ligne en hospice, un endroit agréable où les gens vont recevoir des services à la hauteur de leurs besoins, puis en respect de ce qu'ils sont comme personnes. Et finalement, bien, je vous dirais qu'on a dû procéder à notre propre rétablissement. Je reprendrai la parole à la fin. Je vais passer la parole à Diane qui va vous parler du cheminement qu'on a fait pour arriver à ce changement-là. Peut-être, Lauriane, vous juste présenter la prochaine parce qu'elle vous appartient plus. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, excuse-moi. C'est moi. OK, donc on a décidé de faire une formation mur à mur. Au niveau du rétablissement, on a formé tous les employés. On a 300 employés au total au niveau de la direction du programme santé mentale. On est à 90 de formation. Il y a des gens qui sont en arrêt de travail, en maladie, ils sont enceintes, ils ont eu des bébés. En tout cas, bref, il y a plein de raisons, mais 90 des gens sont formés à ce jour. On a une formation de 2 jours qui ont été offerte aux gestionnaires pour s'assurer que les gestionnaires étaient sensibilisés et comprenaient ce qu'on était en train de donner d'abord aux intervenants, comprendre les concepts, les principes. Et on a formé des agents de changement qui vont vous expliquer tantôt qu'est-ce que ça a fait dans notre établissement. Mais pour nous, c'était la façon d'assurer la pérennité et la continuité de notre offre de services. Donc, des agents de changement. On a un deuxième groupe qui va être formé à compter de la semaine prochaine. Fait que pour nous, c'est très important. Là, ils vont vous parler de leur rôle. Et il reste la sensibilisation aux psychiatres. On a eu la chance d'avoir quand même beaucoup de nouveaux psychiatres qui ont une approche différente, mais on souhaite, depuis 3 ans, former nos psychiatres à l'approche du rétablissement. J'ai eu un message hier, j'étais très contente, comme quoi ça va être déposé enfin aux psychiatres mardi prochain en rencontre. Fait que j'ai espoir que ça se donne. On a quelqu'un, il y a un médecin qui est prêt à venir donner cette formation-là. Donc voilà. Là, c'est vrai, c'est à Diane à prendre la parole. Merci.
Alors, bonjour, vous m'entendez comme il faut? Oui, parfait. Alors, merci d'être présent. Merci, Lorraine, de nous présenter avec tant de chaleur et de grands mots. Je dois vous avouer dès le départ que je vais vous partager la peine que j'ai que Marie Gagné, Marie qui est formatrice à la QRP, qui n'est pas présente. De la peine parce qu'il y a une grande partie de ce succès qui lui revient, je vous dirais majoritairement. Ça a demandé à Marie beaucoup de détermination et je vous dirais de solidité quand elle s'est lancée à l'aventure avec le CSS du Saint-Jérôme. Alors, la QRP a un mandat depuis environ, je vous dirais, 3-4 ans là, au niveau de la formation sur le rétablissement. Et aujourd'hui, je me donne deux objectifs. Vous présentez quand même assez sommairement qu'est-ce qu'on fait en termes d'offres de services sur le rétablissement, mais surtout mettre en valeur toute la transformation de services qu'on a vu s'opérer à Saint-Jérôme. Alors, la vie étant ce qu'elle est, nous, on est de notre côté en train, oui, on a notre mandat du ministère, et puis en même temps, on cherche des projets pilotes, parce qu'il faut bien commencer à quelque part, puis vérifier si nos idées, ça marche, etc. Et en même temps, Saint-Jérôme, suite à tous ces rapports-là, Lorraine se dit prêt à tenter une aventure. Alors, il faut être très humble et réaliser que les deux, on part. Les deux, on a bien des rêves, mais les deux, on avance un peu à tâtons. Et on se dit, bon, on va avancer. Alors, on commence, et je vous dirais, comme la plupart des milieux, on commence en faisant un premier groupe d'intervenants. Et on lance Marie à l'aventure, brasser tout ça. Bien, ça n'a pas toujours été facile. Hein? Ça demande, la formation demande beaucoup de réflexion, je vous dirais d'autocritique, etc. Donc, Marie fait un excellent travail, elle revient. Ça a bien marché, ils veulent la revoir encore. Alors, je vais aller un peu plus loin tantôt à ce niveau-là. Vous parlez rapidement de la richesse du projet du CSS de Saint-Jérôme. Je vous dirais que ça nous a vraiment permis de valider, nous, à la fois nos contenus, mais je vous dirais surtout nos processus. On partait ce projet-là avec, je vous dirais, un peu comme deux grandes orientations. On voulait, dès le départ, on parlait de la fusion des trois savoirs, donc s'assurer qu'on va parler de savoir, de savoir-être et de savoir-faire. Mais on voulait également s'assurer qu'il y a une fusion des trois savoirs, donc qu'on tienne compte à la fois tant du savoir scientifique que du savoir expérientiel, donc du vécu des usagers, mais aussi du savoir expérientiel du milieu. Les intervenants, les gestionnaires ont un savoir expérientiel. Donc, en mettant en commun ces trois savoirs, on se disait on va pouvoir peut-être aller beaucoup plus loin. C'était notre hypothèse de départ. En cours de route, de travailler de près avec Saint-Jérôme, ça nous a vraiment permis de nous repositionner aussi sur un processus de transformation de façon à pouvoir l'exporter ailleurs. Je vous propose... On va changer? OK. Je vous présente rapidement cet acétate-là. Au bout de 2-3 ans de formation, et je vous dirais, le réflexe naturel des milieux, c'est de dire, bon, on va former nos intervenants, puis après, ils vont nous sacrer patience. OK? C'est le piège habituel. Et au bout de 3 ans, on a vraiment réalisé que c'est pas par là que ça passe. OK? C'est un élément essentiel et incontournable, la formation des intervenants. Mais si on ne fait que former les intervenants, ça a très peu d'impact sur le changement de la culture organisationnelle et sur la structure organisationnelle. Et c'est ce qui nous a amené à proposer un modèle issu de différents modèles. Dans le fond, on formait les intervenants, ça allait bien, puis on voyait quand même que ça avait de l'impact, ça rend les relations beaucoup plus humaines, etc. On avait beau faire des formations avec les gestionnaires, que ce soit à Saint-Jérôme ou ailleurs, présenter différents modèles, comment ça se fait chez les Anglais, comment les Australiens font ça, les Écossais et tout ça. On trouvait que les gestionnaires avaient de la misère à s'approprier ces informations-là pour se faire leur propre modèle. Et c'est comme ça que nous, on a proposé aux gens un peu ce processus-là. Alors, je crois que si le Québec veut vraiment faire une transformation des pratiques, il doit voir le rétablissement dans une perspective systémique. Okay? Vous avez, je ne sais pas à gauche ou à droite, je ne suis pas bonne là-dedans, là, droite, gauche, à ma gauche, à moi, peut-être votre droite, le petit premier carré. Si vous y allez dans une structure verticale,
pas là. Il n'est pas sur la C4, c'est un peu bizarre. Fait qu'il va falloir que tu en parles. Ah, le petit carré disparu. OK. Bien, c'est parfait. C'est en plein petit carré que personne ne veut voir. C'est excellent. Bon, ben dans ce petit carré-là, OK? Puis c'est vraiment, j'ai eu à travailler longtemps avec des CLD. Je représentais, moi, le secteur de l'économie sociale et j'ai appris beaucoup comment on part une affaire, etc., dans des yeux d'entrepreneurs et non pas dans des yeux d'humanistes, si je peux dire. Et toutes ces entreprises-là, quand ils devaient soit regarder, bon, je veux développer un nouveau marché, se donner cette structure-là. Ça va pas bien, mon entreprise, il faut que je la réenligne. On travaillait avec cette structure-là. OK? Et je me suis dit, c'est avec ça qu'il faut qu'on revienne à la charge. Dans ce carré-là, il y a 4 mots fondamentaux. OK? Mission, vision, valeur et principe. OK? Et c'est ce carré-là, mission, vision, valeur et principe, qui doit venir tout influencer le carré suivant, le carré des modes de gestion. Comment qu'on gère ça? Le carré des modes d'accompagnement. Mode d'accompagnement, on peut parler des modes d'intervention. Cette mission, vision, valeur et principe doit venir influencer nos modes d'évaluation et nos modes de référence, les passerelles, par exemple, la fluidité des services, etc. Mais toute cette structure organisationnelle-là doit être en lien et en respect du processus de rétablissement. Le piège, comme je disais tantôt, c'est de dire on va aller former les intervenants au plan des modes d'accompagnement. C'est incontournable, mais ce n'est pas suffisant. L'entreprise doit se re-questionner. Quelle est ma mission? Est-ce que j'ai une mission axée sur le rétablissement? Quelle est ma vision? Si je n'ai pas de vision axée sur le rétablissement, il y a peu de chances que ça ait influencé les modes de gestion en bas, puis les modes de référence, puis les modes d'accompagnement. Est-ce que l'organisme ou l'établissement a des valeurs? OK? Tous les établissements ont une mission, tous les établissements ont un code d'éthique. Est-ce que ça se traduit dans ces documents-là qui orientent toute l'organisation? OK? Et c'est par ça qu'on dit qu'il faut que ça passe. OK? Il faut se re-questionner comme organisation. Et à travers, comme je vous disais, tous les modèles qu'on pouvait présenter dans la formation gestionnaire, je pense on a commencé à 5, je pense qu'on était rendu à 8 modèles. Et en bout de ligne, oui, on les présente, mais de façon transversale, il ressort toujours la même affaire. Fait qu'on s'est dit, on va faire une petite job d'analyse, ça va aller plus vite. OK? Et on s'est dit, on va proposer des leviers de changement. Si on veut que les milieux changent, il faut avoir des leviers concrets pour faire des projets puis que ça avance. Alors, la QRP, à travers toute cette littérature-là, on aurait pu en mettre bien plus, là, mais on s'est dit, on va en choisir 6 qui nous apparaissent faciles et incontournables. Premier levier de changement, l'implication active des usagers, sur le plan collectif et sur le plan individuel. La gestion du risque solidaire. OK? Essayer de passer, actuellement, on est dans un concept de gestion du risque solitaire, et là, on veut qu'elle devienne solidaire. OK? La lutte contre la stigmatisation. On ne peut pas impliquer activement nos usagers si on n'a pas une prise de conscience de nos propres préjugés à l'intérieur de notre organisation et de celle de notre communauté et de notre société. La formation sur diverses formes, et là, ce n'était pas l'idée, ce n'était pas de dire c'est la formation de la QRP, naturellement, mais toute bonne formation sur les approches innovantes, Oméga, les forces, l'approche motivationnelle, mais avec la préoccupation d'intégrer le savoir expérientiel dans ces formations-là. Et naturellement, le renforcement des bonnes pratiques ou initiatives et la vigilance, parce que malgré nos grands espoirs, nos volontés, il faut s'assurer de ne pas retomber dans les anciennes pratiques. Comme cadre d'intervention, ce que la QRP proposait au CSS, on disait, on a une job, nous, au plan du transfert des connaissances. On peut tenter avec vous de mobiliser votre milieu et les milieux partenaires et s'assurer qu'il y a des mesures de soutien dans cette transformation des pratiques. Je vais rapidement, et ceux qui un jour auront la formation, vous saurez, mais c'est déjà assez connu, pourquoi le choix de ces oies-là. Est-ce que vous connaissez toute la fable des oies? J'en vois 3 têtes, 4. Ah, je vois des têtes qui ne la connaissent pas. Vous allez devoir faire des recherches ou venir nous voir.
Alors, avec le temps, parce que, comme je vous dis au début, là, on n'était pas, on disait, OK, on va faire intervention, puis oui, il faut former les gestionnaires. Mais ça n'avançait pas. Fait que c'est vraiment nous, avec le CSS, là, puis quand on dit 89 du personnel et tout ça, là, on va le voir dans la CETAT suivante, c'est impressionnant ce que le CSS de Saint-Jérôme a fait comme exercice. C'est tout à leur hauteur, à leur renommée et tout ça. Mais nous, ça nous a permis, honnêtement, d'avoir un bassin d'expérimentation fantastique qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin aussi dans notre compréhension de comment on peut arriver à faire bouger un milieu. Alors, nous, ce projet-là, la formule qu'on propose au milieu, je vous dirais, ça, nous, c'est ce qu'on considère qui serait la formule idéale. Ça ne tient pas compte, naturellement, du contexte d'austérité. Ça ne tient pas compte de votre capacité financière. Ça tient compte de nos rêves. OK? Une fois ceci dit, souvent, bien, les milieux nous appellent, disent « Ah ouais, ben intéressant ton affaire, pas capable de financer ça. » On va essayer, là, après ça, avec le milieu, de faire des adaptations, laisser tomber des choses, en rajouter d'autres. Mais aujourd'hui, on partage nos rêves. C'est comme ça que Lorraine est partie. Alors, nous, on dit qu'il faut partir avec les modes de gestion. OK? Il faut aller voir c'est quoi, revisiter, c'est quoi notre mission, notre vision, nos valeurs et nos principes. Parce que c'est ça qui va guider toute la démarche du début à la fin, et il faut que ça soit écrit à quelque part. Il ne faut pas que ça demeure en termes de vœux pieux. Ensuite, c'est les modes d'accompagnement, donc toute la question de l'intervention. Et ensuite, nous, on proposait un regard sur la transformation des pratiques. C'est ce qui nous a amené à créer la formation des agents de changement. De façon à ce qu'il y ait un processus dynamique qui s'enclenche, qu'on ne reste pas au niveau juste du discours et de la littérature. Et les agents de changement, il y avait aussi, je vous dirais, une préoccupation à ce que le milieu puisse poursuivre sa démarche sans nous interpeller, sachant que les régions n'ont pas les moyens d'avoir de la formation là, comme ça très longtemps. Alors, les agents de changement, ça devenait vraiment là, nos personnes ressources à l'intérieur des milieux qui allaient demeurer en lien avec nous et tout ça. Et avec le temps, on a aussi amené la notion de liaison, agent de liaison, en lien avec la QRP pour qu'on puisse un peu, je vous dirais à la fois, fermer la boucle, mais surtout s'insérer dans une structure de soutien et de transfert de connaissances. Le rétablissement, c'est pas la littérature, elle n'est pas finie et déterminée, et tout ça, c'est un processus et la recherche est en continuelle évolution par rapport à ça. Nous, notre mandat, c'est d'essayer de se tenir à la fine pointe de cette recherche-là et d'avoir justement des tentacules ou du moins des mécanismes avec les milieux qu'on a formés pour poursuivre le transfert des connaissances, mais d'une façon, je vous dirais, plus autonome. Alors, ce tableau-là, maintenant, si je finirais avec le deuxième tableau, c'est la représentation de du même processus, mais selon le processus des Laurentides. Alors, comme je disais, le piège, nous aussi, on est tombé dedans dès le départ. On a formé 89 des intervenants. Pas tout en même temps, puis tout ça, là, mais on a vraiment commencé avec un premier groupe, OK? Puis on avance avec un deuxième, puis un troisième. Puis oui, on fait une formation avec un groupe de gestionnaires. On sensibilise les psychiatres. Et ça mène le milieu à dire, ouais, mais c'est bien beau tout ça. Et c'est comme ça qu'on arrive ensemble à se dire, bon, il nous faut des agents de changement. Et là, on monte 2 groupes d'agents de changement. Ce qui amène déjà le CSS à se positionner. Bien beau des agents de changement, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis etc. Bien, il y a quelqu'un qui va en parler, là. C'est toi? Non, c'est lui. C'est lui? OK. Fait que c'est Mathieu qui va expliquer comment ils ont tous orchestré leur agent de changement. Mais vous voyez déjà, ça les a obligés à mettre en place un comité de coordination puis un comité opérationnel. À partir du moment où tu formes des agents de changement pour qu'ils travaillent dans ton milieu, ça veut dire que là, tu ne peux plus reculer. Il faut que je me grouille. Et prochaine étape, extrêmement intéressante et merveilleuse avec le CSS, pour boucler la boucle, assurer, le CSS nous dit, bien, effectivement, votre agent de liaison, que chez nous, on va appeler agent de multiplication, puis ça nous convient, chacun prend ses affaires,
va nous permettre de rester en liaison avec la QRP, va venir influencer le comité de coordination, qui va venir influencer les agents de changement, qui va monter en haut. Vous voyez, là, on a une belle dynamique, là, ça monte, ça descend, ça va le côté. Une petite danse et une superbe danse parce que l'intention du CSS, c'est que ce soit une danse à deux avec un tandem intervenant hyper aidant. Alors, je pense qu'on a là vraiment une belle vision d'un processus et justement de la dynamique qui va s'installer. Et comme on dit, avec la notion de vigilance et de bonne pratique, je pense qu'on a tous les éléments là pour que le CSS soit un milieu qui ait vécu vraiment une réelle transformation. Alors, bravo le CSS. J'ai fini. Donc, voilà, mon nom est Mathieu Morel-Bouchard. Moi, je m'occupe de la partie agent de changement. Donc, concrètement, comment on a pu faire vivre ça, ce rôle-là d'agent de changement? Parce qu'au départ, on est tous des gens du terrain qui ont été approchés. Il y a eu aussi des gestionnaires. Et on était dans la reconstruction. Hein. Veut pas, on fait un parallèle avec le rétablissement. Notre organisation se rétablit, mais comme une clientèle peut se rétablir. Et nous, on sortait d'un processus de souffrance. Vraiment, la gêne, la honte de dire qu'on travaillait à Saint-Jérôme, tout ce que Lorraine nommait, on l'a vécu. La déception, on était un peu désillusionnés. Puis la formation de rétablissement, elle semait l'espoir, mais en soi, on pouvait facilement dire, ben, c'est peut-être une mode, comme d'autres formations. Mais on avait tout le temps la graine d'espoir qui nous disait que ben, peut-être que tout d'un coup. Et c'est là que le rôle d'agent de changement, quand les gens nous ont approchés, ils nous ont dit, hey, la gang, ça vous tente-tu d'assurer la pérennité de cette approche-là dans le milieu? Vous pourriez peut-être faire la différence, puis ça demandait beaucoup de croyances. Et cette croyance-là, je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient l'avoir et qui l'avaient. Donc, il y a eu un groupe d'agents de changement de formés. Mais là, on partait de rien et on s'embarquait dans une aventure floue, totalement floue. Il a fallu le définir et la QRP, encore là, le parallèle avec le rétablissement, nous a accompagnés dans ça. Vraiment, ça a été vraiment intéressant, puis ça nous demandait une confiance mutuelle parce qu'on défrichait, il y a eu des fois des débats, des discussions assez longs, mais ça nous a permis de définir c'est quoi pour nous l'agent de changement, il va jouer quel rôle, comment il va faire vivre l'approche de rétablissement dans le milieu, selon la réalité interne, selon la réalité de l'externe, avec nos partenaires et à partir de là, on en a défini un rôle. Donc, dans la formation, une des premiers exercices qu'on a eu à faire, c'était de concevoir ce rôle-là. Et c'est ce qu'on voit dans l'acétate. Ce qui en est ressorti, la définition de nous, à Saint-Jérôme, l'agent de changement doit bien comprendre le processus du rétablissement de sa philosophie, être une référence et un modèle dans la pratique, croire au potentiel des personnes, favoriser son implication dans les décisions qui la concernent, travailler avec ses forces et ses rêves, favoriser l'espoir d'un avenir meilleur. Donc, dans le fond, tant au niveau de la pratique que dans son savoir-être, l'agent de changement devait incarner le rétablissement. Et c'est ce qu'on apprend dans la formation, c'est que le rétablissement, ça appartient à tout le monde et c'est une façon d'être. Ce n'est pas une technique d'intervention. Donc, on voulait vraiment que l'agent de changement puisse l'incarner. Maintenant, comment l'implanter? Là, on a une gang de personnes qui sont passionnées par le sujet, qui veulent faire la différence et qui ont plein de bonnes idées avec des réalités différentes. C'était facile de s'éparpiller, imaginez-vous, là, autour de la table. Donc, il a vraiment fallu dire comment on va se structurer et c'est là que l'organisation nous a dit, bien, on va préparer une plateforme qui vous permette de vous arrimer ensemble. Tantôt, Diane a parlé un peu du comité de coordination. On s'est rassemblés suite à cette formation-là et on s'est dit, les agents de changement, on est beaucoup. Ça va être difficile d'être en comité de travail quand on est à peu près 20 autour de la table. Donc, on va se former un comité de coordination qui va s'assurer de coordonner les actions entre les agents de changement, d'avoir un plan d'action et de le tenir. Et il va être soutenu par le comité opérationnel qui est le groupe élargi des agents de changement. Maintenant, on était conscient aussi qu'on était très ambitieux. On était 20 pour changer une structure puis assurer la pérennité d'une approche. Il fallait augmenter le nombre. Donc, un peu plus loin, on va voir qu'on a aussi travaillé dans ce sens-là. Le rétablissement au quotidien voyage à travers les actions formelles et informelles. C'est pas juste théâtral, le rétablissement, c'est dans les petites actions du quotidien. La théorie des petits pas, on se l'est dit. Une structure, c'est long à changer. Avant de penser de tourner à gauche, bien, il faut y penser longtemps d'avance. C'est ce qu'on fait. On veut changer une culture et ça peut être
comme par exemple de poser des questions à un collègue qui est un peu dans une approche de prise en charge, entre autres, ou semer le doute pour quelqu'un qui est peut-être un discours anti-rétablissement. Donc, ça, pour nous, c'est des petits pas qui font en sorte qu'on devient un peu des agents contaminateurs dans le milieu. Et donc, c'est moins théâtral, mais ça fait drôlement son effet. Peut-être des fois plus. Et pour en venir à un plan d'action qui, justement, permettait de nous arrimer dans des actions un peu plus, quand je dis le terme théâtral, qui va marquer le milieu de par sa plus grande, sa grandeur. Pour s'organiser puis parler des mêmes choses, tantôt, Diane, tu parlais des 6 leviers de changement. La QRP nous a proposé ces 6 leviers-là. Je n'ai pas besoin de vous les représenter parce que, en fait, Diane vous l'a bien nommé. On en a fait le choix de 2. Les 2 qu'on a choisis, ce n'est pas parce qu'on croyait qu'ils étaient plus importants que les autres, mais notre milieu était rendu à cette étape-là. On pensait que notre adressement devait se situer là dans un premier temps avant d'aborder les autres. Donc, on a choisi l'implication active des usagers et la lutte contre la stigmatisation. Évidemment, le plan d'action tourne autour de ces 2 grands axes-là, en plus de la diffusion de l'approche du rétablissement. Donc, il y a 3 axes. Diffusion de l'approche du rétablissement, l'implication active des utilisateurs de services et la lutte contre la stigmatisation. Si on regarde par rapport à diffuser l'approche du rétablissement, je vais prendre le temps quand même de vous parler concrètement de ces actions-là parce que c'est un peu le moteur de notre travail comme agent de changement. On veut former d'autres cohortes d'agents de changement. Tantôt, j'en parlais. On est ambitieux, on n'était pas beaucoup pour changer une culture. On veut être plus, on veut contaminer à plusieurs le milieu. Ensuite, assurer le suivi de la pérennité de la formation du rétablissement auprès des nouveaux employés. Donc, les nouveaux employés puissent recevoir la formation, mais aussi ceux qui l'ont déjà reçue puissent bénéficier d'un rafraîchissement. Donc, les agents de changement, on est en train de regarder comment on pourrait devenir un peu des gens qui pourraient s'assurer de le rafraîchissement. Créer un dépliant, c'est en chantier, qui parle du rétablissement, qu'on pourrait fournir autant au niveau de la clientèle qu'au niveau des professionnels, des nouveaux arrivés. Et de mettre sur pied des événements promotionnels. Évidemment, ça, on veut faire aussi un plan annuel qui va nous permettre d'articuler tout ça. L'autre acétate, favoriser l'implication active des utilisateurs de services et leurs familles dans le rétablissement. On veut inclure dans les comités de coordination et le comité opérationnel 2 utilisateurs de services et 1 proche. On est en train de recruter. Quand on dit qu'on part de rien et qu'on devait redresser cette partie-là, on n'en avait pas de personnes. Donc, vraiment, il a fallu se poser la question, comment on fait ça? Comment on les approche? Nous aussi, là, apprendre à comment on va traiter avec ces gens-là dans nos comités et apprendre à travailler ensemble. Et on trouve, il nous en manque un utilisateur de service et on va être complet. La participation accrue de l'utilisateur de service au PII, au plan d'intervention intégré, et toute autre démarche le concernant. Ça se faisait, mais pas dans tous les milieux. On veut vraiment s'assurer que c'est un minimum, c'est de base. L'usager, l'utilisateur de service, le patient, peu importe là où il se retrouve, il va être partie prenante des décisions qui le concernent. L'actualisation des démarches administratives en vue d'intégrer un parent aidant, c'est aussi en chantier. C'est les mêmes enjeux et défis qu'on a sur le plan national. C'est toujours sur le plan de la convention collective, comment on va faire pour intégrer ces gens-là. Parce que si ce n'était pas que ça, ça ferait longtemps qu'on aurait un parent aidant. Et la création de comités d'utilisateurs de services, l'approche qualité. Donc, pas juste au niveau du processus clinique qui concerne l'utilisateur de service, mais aussi dans le modèle, dans l'offre de service. On veut vraiment que les utilisateurs de service puissent pas juste recommander, mais prendre part au développement et à l'amélioration continue de nos services. Je fais un parallèle, ce n'est pas écrit sur l'acétate. Depuis quelques mois, on a un projet, ça s'appelle le Leader en collaboration en établissement. C'est en collaboration avec le RUISM et le Centre de pédagogie en sciences de la santé. C'est vraiment un projet qui est intéressant, qui part avec le concept du patient partenaire et qui va former des gens dans le C3S qui va accompagner les équipes qui ont un projet de transformation, mais avec des patients partenaires. Donc, avec une équipe de transformation qui vont passer en revue
un bilan d'équipe avec les forces, les points améliorés et qui vont en ressortir avec un plan d'action de transformation, mais toujours avec cette équipe-là dont le patient est partenaire et fait partie intégrante, donc qui va directement influencer les décisions. C'est quelque chose qui est vraiment en amont au processus clinique et qui nous permet justement d'aller dans le même sens. Et finalement, le plan d'action atténuer la stigmatisation et la discrimination auprès des personnes vivant un problème de santé mentale, mais on veut établir un plan de communication, d'action qui vont nous permettre de lutter contre la stigmatisation et la participation soutenue des agents de changement et des utilisateurs de services dans ce texte de travail-là. Donc, voici, c'est un peu notre façon dans laquelle on s'est organisé pour mieux s'arrimer et poursuivre la pérennité de l'approche. Maintenant, concrètement, dans le milieu, qu'est-ce que ça a donné comme résultat à court terme, déjà, parce que ça ne fait pas très longtemps? Il y a déjà des résultats très concrets, puis je vais laisser Jonathan Séguin parler du secteur hospitalisation. Donc, bonjour, c'est ça. Moi, je m'appelle Jonathan Séguin. Je suis infirmier au C3S de Saint-Jérôme. Pour vous faire un petit topo là, de mon parcours, c'est sûr que moi, j'ai fait 9 ans que je travaille en santé mentale. J'ai été tour à tour, j'ai été préposé aux bénéficiaires. Après ça, j'ai été infirmier, puis présentement, je suis assistant infirmier-chef d'un département d'hospice bref qui s'appelle l'UTSM. Pour un peu vous expliquer, là, pour vous mettre en contexte, là, je vais faire un petit peu le topo de qu'est-ce que c'était l'état de la santé mentale à Saint-Jérôme au niveau là, de l'interne, dans les pratiques là, de tous les départements. Fait qu'on peut voir là, qu'on avait une culture de contrôle. Une culture de contrôle, bien, c'est sûr qu'il y avait le contrôle sur les usagers, qu'on appelait à cette époque-là les patients, et qui était vraiment il y avait une culture de contrôle pour les usagers et aussi il y avait une culture de contrôle entre les employés. C'était, dans le fond, c'était un peu comme le statu quo. Le but, c'était d'avoir une vision contrôlante pour se rassurer au niveau de notre pratique. T'sais, quand on est dans le contrôle, quelque part, c'est que c'est plus facile pour les intervenants d'intervenir parce qu'ils n'ont pas à se poser la question, ils n'ont pas à se mettre en réflexion ou à se remettre en doute. Donc, des exemples concrets, c'était que si l'usager, à un certain moment donné, nous démontrait qu'il n'était pas capable de gérer son budget, on prenait la place, on se palliait à lui, puis on prenait le contrôle de son budget. On voyait qu'il ne gérait pas ses cigarettes, mais on gérait ses cigarettes à sa place, au lieu d'être en partenariat avec lui. Ensuite, c'est sûr qu'il y avait la vision du protectionnisme qui était en place. C'est la vision du protectionnisme, mais c'est sûr que ça se démontrait beaucoup par une relation de codépendance entre les intervenants et les usagers. Dans une certaine mesure, les intervenants, souvent, ce qui était bon pour les usagers, ils savaient ce qui était bon pour les usagers. Il n'y avait pas de discussion, puis il n'y avait pas d'implication des usagers dans les discussions thérapeutiques ou les décisions cliniques. Il y avait un mode de travail en silo. C'était vraiment là, de façon évidente. Il y avait les infirmières d'un côté, il y avait les médecins de l'autre, puis il y avait les autres travailleurs sociaux, éducateurs de leur côté. Il n'y avait pas vraiment de communication, de réseau de communication entre chaque professionnel. Il y avait des rencontres d'infirmières sur chaque département, mais il n'y avait pas de relations interdisciplinaires à ce moment-là, ce qui faisait que la communication n'était pas efficiente et ce n'était pas profitable pour la clientèle. Il y avait le manque de flexibilité thérapeutique. On faisait des soins de groupe. Puis à cette époque-là, ce qui était comme de monnaie courante, c'était d'avoir des plans de soins qui étaient par diagnostic. Ce qui veut dire que, on avait un plan de soins pour les gens qui avaient une dépression. On avait un plan de soins pour les gens qui étaient bipolaires. On avait des plans de soins pour ceux qui étaient schizophrènes. Puis on faisait abstraction totale de l'individu qui était derrière le diagnostic. Ce qui faisait que c'était facile pour nous. On avait un beau cartable, là, puis là, le patient qui était bipolaire et désorganisé, on sortait là, le plan bipolaire pour tous les patients. Puis là, on appliquait ça. Puis on se trouvait bien bon parce que finalement, ça donnait des résultats, mais ça ne donnait pas des résultats individuels. Puis quelque part, on était un petit peu enclavé là, dans cette réalité-là où on mettait le diagnostic toujours au devant des personnes. Puis ça nous aveuglait, puis quelque part, ça faisait qu'on ne renouvelait pas notre pratique, puis on n'apportait pas des soins spécifiques à l'individu. Il y avait une dissociation de l'usager et de sa famille. C'est sûr que, dit comme ça,
on dissociait la famille, mais c'est que quelque part à cette époque-là, c'est que ça ne faisait pas partie de notre pratique d'inclure la famille ou de la questionner ou même d'apprendre comme un élément important de la trajectoire de vie de ces personnes-là. Souvent, c'était plus la famille qui venait nous demander de l'écouter puis de nous donner des informations. Ça ne faisait pas partie de notre pratique de dire, bien, on va aller consulter la famille d'emblée parce que pour connaître le parcours d'un individu, il faut définitivement savoir de quel milieu il vient. Puis il faut savoir, tu sais, sa famille peut nous apporter des informations hyper importantes. Fait que c'est sûr que ça peint un portrait sombre quand on le présente comme ça. Il y a quand même des nuances à faire dans la mesure où c'est sûr qu'il y avait beaucoup de mauvaises pratiques. Il y avait une cristallisation là, de mauvaises pratiques qui était encouragée par la masse critique, comme on appelle, qui faisait qu'il y avait des gens qui se complaisaient dans ce contrôle-là parce que c'était rassurant pour eux. Mais il y avait des individus qui essayaient de se démarquer, qui essayaient de faire les choses différentes, mais c'est sûr qu'ils étaient marginalisés, ils étaient mis de côté, puis souvent, bien, ils étaient en très faible nombre, ce qui faisait qu'ils étaient facilement contaminés. Puis des fois, bien, ils lâchaient prise parce qu'il fallait soit qu'ils abdiquent ou qu'ils continuaient à se battre contre la masse critique, puis ça devenait épuisant pour eux. Mais il y avait quand même une nuance à faire, qu'il y avait des bonnes choses qui se faisaient, mais dans l'ensemble, il y avait plus de mauvaises choses, de mauvaises pratiques qui étaient en place à cette époque-là. Donc, est venue notre enquête, les recommandations, la médiatisation. Ça fait sursauter à peu près tout le monde. Ça a remis en question bien des personnes. Ça fait vivre des émotions pas toujours faciles. Et il est arrivé qu'il a fallu faire un choix puis faire un changement pour d'avoir de meilleures pratiques et un meilleur établissement. Puis, dans le fond, il y a eu des obstacles, mais il y a eu aussi des éléments facilitateurs à ce changement-là. On va commencer par les obstacles. Dans le fond, les obstacles, bien, il y avait la rigidité, la fermeture face au changement du personnel médical. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. On s'entend que chaque fois qu'on fait un changement, bien, il y a des gens qui restent rigides, qui ont peur du changement, qui veulent, qui prennent personnel le changement, comme si c'était qu'ils ne faisaient pas les choses bien. Qui viennent avec une pensée dichotomique de dire, bien, s'il faut changer, c'est parce que tout ce qu'on faisait avant n'était pas bon. C'était pas ça, mais cette résistance-là prenait naissance dans ces émotions-là. Il y avait l'absence de formation du rétablissement pour les psychiatres, qui est encore le cas, mais ce qui est favorable pour nous, dans le fond, je fais un parallèle, c'est qu'on a eu quand même une grosse nouvelle cohorte de nouveaux médecins qui est arrivée entre-temps, qui, eux, ont permis d'un peu contaminer les nouveaux psychiatres, puis eux qui avaient déjà une approche qui était beaucoup plus rétablissement. T'sais. Fait que ça a été un obstacle, mais quelque part, cet obstacle-là, c'est un petit peu comme résolu par ce phénomène-là de nouveaux médecins qui est arrivé. Il y avait un réseau de communication déficient. Ça, bien, on en a parlé un petit peu au début. Il n'y avait pas de rencontres interdisciplinaires. C'était des rencontres d'unités, d'infirmières qui parlaient de patients à mi-clos, toujours fermés, sans nécessairement là, impliquer les travailleurs sociaux, les éducateurs, même s'il y en avait peu à l'époque, on ne les incluait pas dans ces discussions-là. On faisait appel à eux, ils étaient toujours en satellite autour de l'équipe. Ça veut dire que dès qu'on en avait besoin, on les interpellait, mais on ne les impliquait pas dans les décisions de tous les jours, dans les rencontres d'équipe à chaque semaine. Les rencontres interdisciplinaires moins efficaces, moins structurées. En fait, on ne pouvait pas appeler ça des rencontres interdisciplinaires à cette époque-là. Et c'était une des raisons qui était un des obstacles majeurs au changement parce que, dans le fond, il n'y avait pas de rencontre interdisciplinaire. Il y avait moins de professionnels, éducateurs, il y avait un ou deux éducateurs, il n'y avait pas de psychologue, on a un psychologue, on a une kinésio, il n'y en avait pas, une nutritionniste. Des travailleurs sociaux, il y en a sur chaque département. Ils sont attitrés à une équipe, ils ne sont plus en satellite, font partie intégrante, et on a un ergothérapeute. Les événements facilitateurs, bien, c'est certain que la formation du rétablissement en a été pour beaucoup. Ça a semé l'étincelle, ça a semé le questionnement, ça a semé l'espoir et ça a renforcé l'espoir de ceux qui avaient le goût de changer les choses. Il y a la formation sur l'interdisciplinarité qui nous a permis vraiment d'apprendre à travailler tous ensemble, d'être efficaces dans nos rencontres, de mettre le patient au centre de nos discussions, de nos priorités. Il y a les agents contaminateurs, ce qui est vraiment le point important, c'est que le phénomène qu'on a observé, nous, sur le plancher, c'est qu'au fur et à mesure que de plus en plus d'intervenants étaient formés du rétablissement, on avait l'impression que le mouvement s'accélérait et avait tendance à plus être capable de retourner en arrière. C'est que plus que les gens étaient formés, plus les gens y croyaient, plus que les pratiques changeaient, plus on était protégés d'une certaine manière à retourner dans nos vieilles habitudes. Parce qu'au départ, quand il y a eu les premières cohortes,
Là, ils sortaient de la formation de 4 jours, ils étaient tous emballés, ils arrivaient sur leurs équipes. Hey, on va changer ça n'a pas d'allure, là, ça n'a pas d'allure, les plans de soins. Là, ils se faisaient accueillir comme des extraterrestres. Ils se faisaient dire, ben voyons, là, tu sors de où, toi? Ben, je suis allé voir le rétablissement. Puis c'est ça, le rétablissement, il faut mettre le patient en priorité, il faut le responsabiliser, il faut arrêter de prendre des décisions pour lui. Puis là, c'était comme, non, tu sais, regarde, prends ton coin, là, puis attends. Mais tu sais, au fur et à mesure qu'il y a eu de plus en plus de gens qui l'ont eu, là, ça a fait du sens. On a plus reconnu que c'était vraiment la nouvelle façon de procéder. Puis maintenant, on peut dire qu'on atteint le seuil critique qui fait qu'il n'y aura plus jamais de possible retour en arrière. T'sais, les gens y croient, puis là, ça fait partie d'un projet d'établissement. C'est plus quelque chose de simplement individuel. Les gestionnaires engagés, vous l'avez vu, c'est quand même, on a la chance d'avoir des gestionnaires qui, au départ, y ont cru, ont été chercher les soutiens, l'aide afin d'amener une nouvelle vision là, qui a permis là, des soins de qualité. Puis la stabilité des équipes, j'en parle brièvement, mais on a redéfini la structure de l'établissement pour permettre que les secteurs soient plus divisés afin qu'il y ait une stabilité au niveau des équipes pour qu'on puisse développer justement la communication, l'interdisciplinarité puis être efficace dans nos interventions. Donc, finalement, c'est une révolution clinique. On est vraiment sorti de l'âge des ténèbres. Finalement, on est rendu... on a découvert le soleil, on est sorti de notre grotte. Puis, finalement, on a une approche interdisciplinaire qui est vraiment en place, qui est structurée. C'est plus négociable. C'est bien intégré. Les médecins, il y a des horaires précis, ils sont présents à chaque rencontre. On essaye aussi d'avoir tous les intervenants, éducateurs, travailleurs sociaux qui sont présents, qui sont capables de... qui sont plus demandés à venir intervenir une fois de temps en temps. On veut leur opinion quand on parle du client, quand ils sont là. Une approche usager-partenaire, c'est certain qu'on met le patient au centre des décisions. Maintenant, on le consulte, on fait les plans de soins avec lui. T'sais, on n'y impose pas notre façon de faire. On lui offre des options aussi. T'sais, avant, on arrivait avec un programme tout fait. Nous, on sait ce qui est bon pour vous, monsieur. Vous allez aller à telle ressource, puis vous allez passer là, 3 semaines, puis vous allez aller donc bien mieux. Mais maintenant, c'est plutôt, on va vous offrir des options parce qu'on veut un dialogue, on veut de la communication, puis on veut aussi entendre ce qu'il y a à nous dire. Une vision de l'usager dans son ensemble, c'est de prendre en compte sa famille, ses désirs, ses rêves, ses passions, de prendre en compte son passé, de le voir dans son ensemble. On a décidé d'arrêter de voir les patients comme des maladies, mais comme des personnes en priorité, puis c'est avec ça qu'on veut travailler. La maladie, pour nous, c'est secondaire, c'est l'être humain qui prédomine dans notre pratique. Une approche clinique souple et individualisée, dans le fond, c'est ça que j'expliquais, on fait les plans de soins avec les patients, mais les objectifs, c'est lui qui les définit, c'est plus nous. C'est lui qui décide de faire partie prenante des décisions de son cheminement clinique. On n'y impose plus, là, tu devras te rétablir de telle façon. On le balise, on l'outille, mais à partir de là, c'est à lui de choisir les outils qu'il veut utiliser. Une collaboration interpersonnelle maximisée. Comme je l'ai dit, puis rétablissement est au centre de nos démarches cliniques. On a parti des projets pilotes, dont un qui est sur mon unité. On inclut des plans de rétablissement d'emblée à l'admission du patient. Un plan de rétablissement, mais ça tient en compte les 9 sphères de vie. C'est vraiment pour permettre de semer des graines pour que le patient, si jamais il a quitté l'hôpital, il parte avec des outils, sache là, que l'hôpital est là pour l'aider, mais que son rétablissement, ça y appartient, puis que ça va se passer à l'extérieur et à l'intérieur de l'hôpital, puis que sa trajectoire de vie est de son ressort. Donc, voilà. C'est dur d'être juste 10 minutes. Au tour de Marc, est-ce que tu vas te Toto, je le fasse? Je peux moto. Mais je peux le faire si tu veux. Non, mais je vais rester assis. J'aime ça, bouger comme ça. D'ailleurs, je bouge beaucoup à l'hôpital. Alors, bonjour, moi je suis Marc Lardin, psychoéducateur et également coordonnateur d'activité. Je suis arrivé à l'hôpital en novembre 2011, donc moi, je n'ai pas connu vraiment tout ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, en entrevue, ils m'ont demandé « Étais-tu au courant de ce qui s'est passé? » J'ai dit non. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont engagé, d'ailleurs, je me demandais. Bref, donc je suis arrivé comme mon mandat principal était de mettre sur pied la programmation d'activités thérapeutiques. Donc, ça faisait bien mon affaire. J'étais très content d'avoir ce défi-là. Le seul problème, c'est que là, en arrivant, nous, on a ce qu'on appelle une salle, un local éducatif qui a servi à plusieurs choses, mais bref, ça a déjà été un endroit où les gens étaient hospitalisés, ça a déjà été un endroit où on rangeait un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, quand je suis rentré, c'était un peu n'importe quoi. Donc, la salle c'est faite sur le long. On avait
une salle de billard, une table de billard rangée dans un coin. Il y avait deux lits, comment est-ce qu'on appelle les lits là, qui sont attachés, là? Des deux lits de contention, juste le frame qui était dans un autre coin. Il y avait une table de ping-pong aussi qui était dans un autre coin. Bref, c'était pas mal éparpillé, puis il y avait des boîtes un peu partout. Et il y avait justement, on en parlait tantôt, il y avait juste... En fait, il y avait 2 éducateurs. Il y avait une éducatrice et un éducateur. Une éducatrice qui venait d'arriver depuis un mois, un éducateur qui était là depuis 2 ans. C'est sûr qu'il ne se passait pas grand-chose au niveau des activités. Puis l'éducateur qui était là avait fait lui-même tout son possible depuis 2 ans pour essayer d'organiser des choses. Bon, de temps en temps, il y avait une marche. De temps en temps, il y avait un atelier. De temps en temps... fait qu'il faisait ce qu'il pouvait. Puis l'éducatrice venait d'arriver. Donc, il n'y avait pas vraiment de structure à travers ça. Donc, puis c'est ça, dans le fond, ça bougeait pas. Hein, puis les gens étaient vraiment confinés sur leur unité. Il ne se passait pas grand-chose. Alors, moi, quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit « Youpi, ça va être le fun ». On a commencé tranquillement, on a repris, j'ai repris, bon, par exemple, je me suis dit, ben la table de billard puis la table de ping-pong, ils ne sont pas là pour rien. On va s'en servir, puis c'est le fun d'aller jouer une game de billard, une game de ping-pong, puis tout ça. Puis en même temps, on a commencé à faire du ménage. On a fait sortir les lits, on a fait sortir les boîtes. Tranquillement, on a monté ça, on a installé ça, on a donné une couleur au local de base. Puis c'est un peu ces activités-là qu'on a tranquillement mis en place. Il y avait bon, le temps libre, c'était vraiment là, le temps pour aller jouer au billard, pour aller jouer au ping-pong, pour faire un peu de mandala. L'idée aussi, c'était qu'ils descendent en bas. Qu'ils fassent autre chose que d'être sur les étages, puis qu'ils viennent. Fait qu'on avait affiché nos activités, tout ça. Et puis, on a eu le temps libre. On a mis le gymnase parce qu'on avait accès, on va réavoir accès un jour, j'imagine, à un gymnase, là, à un autre pavillon à côté. Donc, on s'est mis à jouer au hockey. Il fallait bouger. Fait qu'on avait des hockey, puisque les employés eux-mêmes font des games là, durant l'année. Fait qu'ils nous ont permis d'utiliser leur stock qui restait là. Fait qu'on était bien contents, puis les usagers étaient bien contents aussi. Puis ça allait bien. Il n'y a personne qui se vargeait dessus, là. La marche et la pause café, en fait, c'est que, ben, c'est ça, comme mon ancien collègue qui était là, lui, il faisait de la marche de temps en temps, mais il sortait avec un usager, puis c'était vraiment, il fallait y aller un peu au plus fast qui va sortir aujourd'hui, tu sais. Fait que finalement, on était rendu 3, fait qu'on pouvait sortir avec 5, 10, 15 personnes des fois. Mais bon, on a monté à 12 souvent. Mais en moyenne, il y avait de 7 à 8 personnes qui venaient. Fait qu'on marchait jusqu'au centre-ville de Saint-Jérôme. Et on le fait toujours, d'ailleurs. On marche jusqu'au centre-ville de Saint-Jérôme. On va dans un petit café, prendre un petit café, fume une cigarette, c'est relax. On repart, on prend la piste cyclable. Fait que c'est bien, bien, bien apprécié. L'atelier thématique, bien, c'était simple. Là, on demandait, entre autres, il y avait l'idée de regarder un peu qu'est-ce qui s'était passé durant leur fin de semaine quand ils partaient, ceux qui partaient la fin de semaine, puis même ceux qui étaient restés. Fait que c'était vraiment, toutes ces activités-là, dans le fond, étaient de façon volontaire. Hein. On forçait personne, mais ça a vraiment de plus en plus pogné. Les jeux libres aux soins intensifs au médico-légal, bien, en fait, c'est des unités où c'est difficile de sortir, ils ne peuvent pas sortir, tout ça. Fait qu'on allait sur ces unités-là, puis on jouait à des jeux. Ça rentrait dans l'horaire, on jouait à des jeux avec eux autres. On était checkés un peu là, par les agents, ils nous regardaient, les infirmières, tout ça, mais c'est correct. Évidemment, ça a créé un remous, hein, comme je disais tantôt. Les changements ont créé un remous dans un endroit où tout le monde avait toujours été pogné, puis surprotégé et tout ça. Fait que là, on a eu des réticences des équipes. C'est-à-dire, pas de notre équipe, nous autres, ça allait, mais sur les étages, les équipes de traitement, tout ça, les psychiatres. Fait que la crainte de comportement violent. Genre, ils vont se garrocher les boules de billard, tu sais, ou ben non, ils vont se taper dessus avec les hip boys, avec les... OK, fait que je vais passer vite. Avec les hockey, genre des choses comme ça, la surprotection des usagers. On ne permettait pas à tous les usagers de descendre. Mais lui, il y a une telle maladie, cette maladie-là, c'est mieux pas de l'emmener. Fait que la participation, c'est ça.
Puis il y avait un contrôle d'information. Ah, aujourd'hui, il ne se passe rien. Ah, ça, c'est pas cette activité-là. Fait que c'était vraiment cette ambiance-là qu'on vivait, là. Fait qu'il n'y avait pas une confiance, il n'y avait pas une grosse confiance envers nous. Mais là, on a dit c'est assez. On va donner plus de pouvoir à nos usagers. On va les impliquer plus. Ils vont pouvoir manipuler plus d'achats. Ils vont connaître plus de choses. Fait qu'on en a développé des trucs pour qu'ils aillent chercher ce pouvoir-là et qu'ils ramènent sur leur étage. « Hey, c'était cool aujourd'hui ce qu'on a fait, c'était le fun. » Puis, fait que le dîner causerie, on a fait rentrer les organismes communautaires qui venaient parler de leurs services à tous les jeudis. Ils venaient dîner. C'était bien informel. Là, ça a toujours lieu d'ailleurs. Les activités externes des organismes communautaires vont au centre de la famille, au dîner communautaire, le dernier mercredi du mois. On a commencé à accompagner de façon individuelle les usagers dans les organismes pour participer à des activités. Nous, on est là en support. La piscine au cégep, conditionnement physique, ça pognait. L'atelier cuisine qu'on a arrêté pour le moment, mais qui a marché beaucoup. Le jardinage, cet été, on a eu beaucoup de zucchini. C'était écœurant, on ne savait plus quoi faire. L'éducation, c'est des ateliers thématiques. En fait, on a on a un atelier sur 3 parties, c'est-à-dire le rétablissement, on fait avec les usagers. Fait que c'est les 3 lundis en ligne qu'on fait. Habituellement, tout le monde revient. S'ils ne reviennent pas, on leur donne les documents. On parle de ça, on va comment faire son épicerie, tout ça. Le temps libre, bien, le temps libre, ce qui est arrivé, c'est que là, on nous a fait suffisamment confiance pour dire « OK, vous pouvez aller en bas, cette heure. » Fait qu'ils sont descendus en bas. Sauf qu'on avait pris une entente que nous, on n'était pas normalement là. Fait qu'ils envoient les agents d'intervention avec les usagers. Mais des fois, on est là, on est correct. Vite. La cabane à sucre, qu'on emmène les usagers aux pommes. Le souper de Noël qu'on a fait, on invite les familles. D'ailleurs, une mère qui a vu son fils qui a commencé à faire a fait le Père Noël, elle n'en revenait pas, elle s'est mise à brailler. Et puis, Marie-Ève qui s'est impliquée sur le dernier souper de Noël comme animatrice. D'ailleurs, vous allez voir tantôt Marie-Ève. L'implication des intervenants, beaucoup plus, nous autres, là, au niveau de ce qu'on a donné comme publicité. On voulait être là de plus en plus sur les étages. On a diffusé des activités avec les objectifs précis de ce que ça allait être, tout ça. On était vraiment sur les étages. Ce que ça a fait, dans le fond, c'est que les usagers, en revenant sur les étages, puis là, même le personnel a vu il y avait un bien-être. Fait que même les psychiatres se sont mis à nous référer des usagers. On a dit, à boire. Fait que là, malheureusement, c'est là où après ça, il y a eu les rencontres interdisciplinaires où est-ce qu'on est arrivé, puis qu'il a fallu faire sa place. Fait que j'ai fait ma place. Ça n'a pas toujours plu, mais aujourd'hui, ça va bien. Et puis, voilà, donc vous voyez un peu, là, c'est parce qu'on nous demandait des affaires bien simples, hein, aller acheter des cigarettes, aller à la banque. Regarde, on est des éducateurs, éducatrices, on est des psychoéducateurs, donc on est capable de faire autre chose. Gérer des crises, on est bien capable de faire ça. Fait que bref, c'était un peu ça. Ici, donc ça a été long un peu, en fait, au niveau des rencontres interdisciplinaires, avant de se faire admettre puis dire, nous, on fait ça, on est capable de faire ça, puis les plans d'intervention, on veut mettre ça de l'avant, tout ça. Fait que ça s'en vient. C'est pas encore tout à fait vendu, mais de plus en plus, on est capable de le faire. Et d'ailleurs, avec Jonathan, on a, entre autres, toujours dans le maintien de la philosophie du rétablissement, on a un projet pilote avec la stagiaire en psychoéducation qui met en place les plans de rétablissement. En fait, on s'est servi d'un outil de l'organisme Pêche que nous avait présenté Marie Gagné, qu'on a restructuré à notre saveur. C'est un plan d'intervention, mais avant ça, il y a comme une espèce de cueillette de données qu'on fait, puis ça marche bien, puis c'est eux autres qui font leur plan avec nous, et on implique le plus de personnes possible. Fait qu'on est en projet pilote avec elle va me dire que c'est fini, Lorraine. Et ça roule. Donc, on essaie d'impliquer de plus en plus les usagers sur les comités. Fait que, voilà, on en est là. Fait que maintenant, on va passer à la transformation vue et vécue par Marie-Ève qui nous a demandé de vous présenter un petit vidéo. Alors, vous voyez où cette vidéo-là, d'ailleurs? Il était supposé être dedans, mais... Est-ce qu'on a une vidéo de Marie-Ève? Il est supposé être installé déjà dans la console. OK, fait qu'on va le chercher. Il est peut-être dans le bas.
Fais-tu comme la présentation? Pendant qu'ils cherchent la vidéo, je vais faire la conclusion. Fait que comme ça. Ben, c'est surtout pour vous dire qu'aujourd'hui, à Saint-Jérôme, on est vraiment rendu ailleurs, c'est clair. On ne retournera plus en arrière. On a eu la visite du ministère et du groupe qui était présent lors des transformations. Ils sont venus il y a 2 semaines et vraiment, on a eu des commentaires, je dirais, élogieux. C'est sûr qu'on a travaillé très fort, ça ne s'est pas fait tout seul. C'était soutenu comme mouvement à l'interne et on nous a dit, puis ils étaient étonnés de voir les changements qui avaient été opérés à l'intérieur d'un si court laps de temps, qui est quand même un laps de temps de 3 ans, soutenu vraiment au niveau des efforts. Donc, on est ailleurs. On a eu un investissement important de la part du ministère. Je vous disais que c'était tout le monde qui était impliqué là-dedans. On a eu 6 millions d'investissements pour développer nos équipes de 2e ligne, avoir des hôpitaux de jour, avoir des équipes d'intervenants. Les formations ont été accentuées pendant ces 3 années-là. Une augmentation du ratio infirmière-patient pour les unités de soins. Le travail en interdisciplinarité, on en a parlé. Il y a beaucoup d'arrimages, des mécanismes qui ont été mis en place pour l'arrimage première, 2e ligne. On a des projets porteurs, vous en avez entendu parler. Et pour finir le tout, bien, on est dans un gros processus pour une construction d'un nouveau pavillon de santé mentale. On va avoir autant de lits, 85 lits, c'est beaucoup, là. On fait partie des gros établissements du Québec, mais on aura un pavillon complètement neuf. On est dans la phase finale pour aller vers les travaux de construction. Donc, on est très contents, on est très fiers, mais on n'a pas fini. Tout ça, c'est des gros changements. Puis, c'est sûr que la fusion qui s'annonce vient ébranler un peu, là, ben, pas ce qu'on a fait, mais ça amène un petit peu d'insécurité, parfois chez les partenaires, collaborateurs, parfois à l'interne, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont bouger, puis on veut que ça continue à se consolider par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place. Voilà. Marc est parti chercher une copie. C'était fait une copie de... Il ne semble pas l'avoir sur l'ordinateur. OK. Alors, pendant que la copie, moi, je vais refaire un autre petit bout aussi, puis on verra, on s'ajustera. Moi, je voulais aussi là, vous dire en conclusion, personnellement, j'ai adoré entendre ce que vous avez entendu avec moi. Je trouvais l'atelier extrêmement intéressant parce que c'est beau parler de processus et tout ça. Je crois que les gens du CSS ont très bien su le traduire. C'est comment ça se passe dans la réalité, puis c'est quoi chaque petit geste, à quel point il est important et tout ça. Et d'avoir l'occasion de vous présenter un processus avec un portrait avant qui n'était pas très gai et vraiment là, une dynamique installée. Et, Jonathan, là, je trouvais que c'était plein de conviction et d'amour. Là, tu te dis, je le crois quand tu dis qu'il ne servira pas en arrière. Je pense que le processus est assez enclenché. Et quand vous... Je ne sais pas si vous pouvez réaliser quel courage aussi ça l'a demandé à Marie Gagné, qui connaissait la réputation d'avant, de dire « Ah, Marie, là, tu vas aller former les intervenants, il va falloir brasser un petit peu ça. » Si Marie avait pu être avec nous, elle vous aurait dit que ça a été... elle vous dirait que c'est une des expériences les plus enrichissantes qu'elle a pu vivre. C'est sûr que, comme je vous disais, c'était un milieu pilote pour nous exceptionnel parce qu'on avait le droit, nous aussi, de faire des essais, des erreurs. On se re-questionnait régulièrement avec le milieu. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, c'est bon. OK, ça, on regarde ça. Ça ne marche pas. Il faut virer ça autrement. On a beaucoup réfléchi avec le CSS. Et il y a juste un élément que je me suis dit que peut-être le prochain PowerPoint, je vais le mettre un peu plus clair là-dessus. Je me suis dit, est-ce que on peut donner l'impression que... Je voudrais pas que les gens pensent que dans ce processus idéal, on dit on forme au niveau des modes d'accompagnement, on forme au niveau des modes de gestion. Il faut bien comprendre que ça, c'est le secteur. Dans tous ces secteurs-là, qu'on soit au niveau de la mission, vision, etc., il faut impliquer des personnes utilisatrices. Okay? Sinon, ben on brasse les affaires entre nous sans tenir compte. Le CSS a choisi le levier. Le premier levier, on pense qu'on doit tous commencer par là, l'implication active des usagers. Ça doit se faire à tous les niveaux. Et nous, idéalement,
je vous dirais, dans notre rêve à la QRP, on formerait toujours des groupes incluant des personnes utilisatrices. Le grand défi du Québec, oui, c'est de former l'ensemble des milieux et d'accentuer la transformation des pratiques, mais c'est d'avoir la préoccupation de former aussi les personnes utilisatrices au plan de leur empowerment et de leur rétablissement. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir s'attarder un petit peu plus dans l'avenir. Mais dans les formations qu'on donne, on demande toujours aux gens, essayez d'intégrer dans vos formations des utilisateurs et des proches. Et le constat est triste de dire qu'il n'y a pas grand monde qui veut payer pour eux autres. Okay? Fait que ça, il va falloir s'attarder à cette préoccupation-là. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Il va finir par arriver, la vidéo, ce ne sera pas long. On finit avec Marie-Ève. Oui. Moi, j'ai habité à Saint-Jean pendant 8 ans. Et je suis très content d'entendre tout ça. J'ai vécu une couple d'expériences à l'hôpital, pas bien agréable. J'ai aussi travaillé pour le Centre d'amitié. Et on a eu beaucoup de problèmes au niveau des usagers, puis l'hôpital, puis quelquefois la cétose seulement. Ça me donne presque le goût de retourner à J'ai dit presque. Au niveau de l'implication des organismes communautaires, au niveau de vos changements, c'était quoi le niveau de l'implication? Quand est-ce que vous avez commencé à démarrer tous ces changements-là? Je vous dirais qu'au niveau des organismes communautaires, tout ce qui s'appelait première ligne... Ah oui, c'est vrai, je vais répéter la question. Monsieur veut savoir, au niveau des organismes communautaires, à quel moment ils ont été intégrés dans notre processus de transformation. Donc, c'est ça. Au niveau des services de première ligne, on a toujours été très proche des organismes communautaires. On a travaillé avec eux. On était près du milieu. On avait des tables de concertation. C'est au niveau de la deuxième ligne que ça devenait vraiment plus difficile, que les organismes externes entrent à l'interne. C'était particulièrement quelque chose. Je ne répéterai pas ça, mais il y avait des commentaires qui étaient dits à l'époque où on ne comprenait pas pourquoi on voulait faire venir des gens de l'extérieur là, sur les unités de soins ou rencontrer le personnel. Ça s'est fait, je vous dirais, cette ouverture officielle s'est faite quand le rapport est tombé en 2011. C'est sûr que rapidement, à l'automne, de toute façon, il y avait des organismes qui étaient présents dans le comité qui nous accompagnait là, dans le projet de transformation. Et ces gens-là se sont rapidement joints à nous, je vous dirais peut-être plus en 2012. On a commencé à avoir des rencontres plus régulières. Ce n'est pas tous les organismes du milieu. On est à Saint-Jérôme. Les organismes qui sont vraiment spécialisés en santé mentale, il n'y en a pas beaucoup. Donc, mais c'est sûr que pour nous, l'ALPAM et droit et recours étaient des incontournables dans l'approche et dans les changements qu'on voulait faire. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être qu'on pourra travailler davantage avec Arfans des Neiges ou d'autres organisations. On travaille aussi avec un partenaire important qui est le Flores, qui n'est pas un organisme communautaire, mais qui est quand même responsable des ressources d'hébergement parce que c'est particulier là, dans notre région. Ce n'est pas le C3S qui gère ça. Et c'est des gens avec qui on travaille de façon très étroite. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'arrimage, de mise en commun de fait là, pour ce travail-là. Bien, c'est le centre de crise pour toute la région des Laurentides. On a 9 places pour desservir l'ensemble de la clientèle. Donc, c'est 9 places pour toutes les Laurentides. Ça fait partie de la réalité laurentienne. Les budgets n'étaient pas au rendez-vous. C'est encore difficile à l'heure actuelle. Je vous dirais que nous, on a eu la chance d'avoir le ministère qui est venu chez nous, qui a constaté la pauvreté épouvantable dans laquelle on était, puis qui ont décidé de mettre de l'avant, finalement, des sommes pour nous aider à nous sortir du gouffre, parce qu'on avait beau vouloir, quand tu n'as pas d'intervenants, quand les seules équipes d'intervention que tu as, c'est médecins et infirmières. Tu n'as pas personne d'autre pour mettre du input. Quand clinique externe, il y a médecins et psychiatres seulement, ça ne peut pas fonctionner. Fait que c'est sûr que ça a fait mal, mais ça a vraiment... comme je vous ai dit tantôt, on s'en est servi comme d'un levier parce que là, tout le monde se sont mis ensemble. Puis c'est à partir du ministère en descendant où tout le monde voulait que cette transformation-là se fasse à Saint-Jérôme. Donc, est-ce qu'on l'a, la vidéo?
Je vais répondre aux questions, puis on va mettre la vidéo tout de suite après. Pour Mme Harvey. Oui. D'après ce que j'ai entendu, il y a un problème au niveau de l'engagement des pères aidants à cause des syndicats, bien souvent. Monsieur veut savoir s'il y a un problème là, au niveau de l'embauche des pères aidants. Est-ce que c'est les syndicats ou autres? C'est tout simplement que, je vous résume ça vite, le réseau public doit tenir en compte les conventions collectives, OK, et ne peuvent engager que des personnes dont le titre d'emploi est reconnu par la Convention et le Conseil du Trésor. Alors, c'est sûr que le titre d'emploi d'intervenant par aidant, ça n'existe pas au plan de la Convention collective, ni comment je vous dirais, là, de l'ensemble des professions autorisées. Et c'est ça qu'il faut vraiment travailler. On n'a pas ce problème-là avec les organismes communautaires parce qu'ils engagent bien qui ils veulent. Mais au niveau du réseau public, la reconnaissance du titre d'emploi est le prochain défi. Et je vous dirais, défi incontournable parce qu'on ne peut pas, comme ministère, demander d'embaucher des pères aidants et de les mettre dans une situation de discrimination. Il y a une forme d'incohérence. Donc, ça sera le prochain combat de la QRP. Ça va être aussi notre prochain combat pour l'année à venir parce qu'on veut avoir des pères aidants. Nous en voulons au moins 2. Un dans le suivi intensif, suivi d'intensité variable, puis on en voudrait un idéalement dans les programmes de réadaptation en hospitalisation. Bien, on va prendre votre nom, monsieur. Bien, il faut quand même trouver le moyen là, de s'organiser. Bon, c'est le défi de cette année, rentrer des pères aidants dans notre structure. Venez me voir après. Oui, monsieur Turcotte. En tant qu'ancien patient de Saint-Jérôme, je trouve que les activités thérapeutiques qui sont développées à une vitesse grand V. Dans mon temps, la seule activité qu'on faisait, c'était de circuler en rond dans notre chambre ou dans les corridors. Ça fait toute une barre, c'est que pratiquement un club med. Es-tu un club med, Marc? Pas tout le temps. C'est ma perception que j'ai en voyant toute la développement. En fait, on veut aussi s'assurer qu'il ne faut pas toujours que ce soit trop confortable pour les usagers non plus, parce que ça crée une dépendance. Fait qu'on veut aussi les sortir le plus possible, éventuellement aller au Club Med. Là. Si vous le voulez bien, pas parce que je ne vais pas prendre d'autres questions, si vous voulez rester après, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous autres, mais on aimerait vraiment vous présenter, puis pour nous, ça va être une découverte aussi, le vidéo de Marie-Ève. Changer de place. Oui. On va finir par l'avoir. Oui. Ça fait partie du rétablissement, ça. Ça demande de la persévérance. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève, j'ai 28 ans. J'ai un diagnostic de maniaco-dépressif. Donc, Marie-Ève, avant que tu quittes pour l'Annonciation en 2008, tu étais ici à Saint-Jérôme. Ouais. Peux-tu me décrire un peu à quoi ressemblaient tes conditions de vie au niveau de la vie, des relations avec le personnel, au niveau des activités, au niveau de ce qui se passait un peu dans l'hôpital? Avant que j'aille à l'Annonciation, c'est ça. J'étais au médico-légal ici à Saint-Jérôme. C'est sûr qu'au début, c'était plus difficile. J'avais de la misère avec le monde qui travaillait ici à l'hôpital, les médecins, les infirmiers, tout le monde.
Puis, ben c'est ça. Dans le fond, il n'y avait pas grand-chose pour le monde qui était à l'hôpital, comme activité, puis c'est pour changer les idées. Vu qu'on est malade, puis mettons, on a une genre de petite dépression, c'est pour nous aider à retourner dans le vrai monde, dans la vraie vie. Ben c'est ça. Dans le temps, en 2008, là on est en 2014. Bon, ben c'est ça. En 2001, il n'y avait absolument rien. Pas rien, fait que... OK, mais c'est ça. Mais donc, les relations, c'était... On peut pas dire que t'étais... Non, mais c'est ça, tu sais, c'était pas méchant. Là, on dit qu'il se faisait du fun à nous faire chier, tu sais. À nous parler, à être arrogant. Au bout, être arrogant, tu posais une question, dire, tu sais, allô, tu sais, j'ai pas de... Je peux pas vraiment montrer quoi, tu sais, comme un exemple, là. Mais c'est ça, le monde était... ceux qui travaillent ici étaient arrogants. C'est ça, je pourrais dire, arrogants. Depuis 2008 à 2014, moi, ça fait 1 an que je suis à l'hôpital. Mais avec le monde qui me suit chez moi, bon, ben, tu sais, des fois, ils sont arrogants. Mais, tu sais, je leur dis, tu sais, je leur dis pas, mais, tu sais, c'est comme. Ça dépend de quel sujet qu'on parle. Là, quand on parle d'un sujet que moi, j'aime pas trop, puis eux, puis ci, puis ça, bon, ben là, tu sais, ils sont comme un peu plus secs, là, tu sais, ils savent pas quoi dire, puis c'est ça. Mais sinon, tu sais, moi, à l'hôpital, je peux pas vous dire qu'est-ce qui a changé, là. Mais c'est ça. Moi, je trouve que pour l'instant, les 2008 à 2014, ben moi, je trouve qu'il y a eu un peu de changement. Le monde sont moins enragés loin, sont moins bêtes, sont peut-être plus à l'écoute de nous à cette heure, c'est ça. Ils écoutent ce qu'on a besoin, puis c'est plus ça qu'on l'a tellement dit à tout le monde, les infirmiers. Puis écoutez, on a besoin de parler, s'exprimer, puis c'est plus ça. Puis depuis ce temps-là, ben c'est ça. Moi, je trouve qu'ils ont fait de l'amélioration. Chapeau. Puis, quand tu es revenu en 2013, au niveau des services disponibles dans l'hôpital, tu peux-tu dire qu'il y a eu un changement aussi? Oui, il y a pas mal plus d'activités pour tous les étages ici à l'hôpital. Avant, comme je dis, il n'y avait absolument rien. À cette heure, ben, c'est le fun parce que le monde sort de leur maladie pendant genre 1 heure, puis ils font des activités pour leur changer les idées. Ils disent, mon Dieu, c'est le fun, tu sais, au moins je me change les idées, je pense pas juste à ma maladie, je pense pas juste aux médicaments, je pense pas juste à ma dépression. Ça les refait, tu sais, c'est comme changer leur tête de place, je faisais pendant une couple d'heures. Fait que, au moins, tu sais, ici, on a une table de poule, une table de ping-pong, on fait des activités pour tout le monde, c'est des dessins, écouter de la musique sur l'ordinateur, écouter de YouTube, des vidéoclips, de la musique, prendre un bon café, tu sais, on vient ici prendre un bon café, puis c'est plus ça, c'est super cool. Il y a des marches à cette heure qui font, les marches, bon, par 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça on prend un café, une gang ensemble, c'est cool. Le gym, au cégep, on peut s'entraîner 1 fois par semaine au gym. Ça, c'était cool, qu'on est là au gym 1 fois par semaine. Donc, si on y retourne, ce serait cool aussi, tu sais. Qu'au moins, on va s'entraîner, puis tu sais, tout qu'est-ce qu'on a dans nous, là, qui est frustré, là, on se défoule, c'est poids et haltères, puis tout, puis ça nous fait du bien, tu sais. Par rapport à ça, ben c'est ça, là, il y a pas mal plus d'activités, mais ce serait le fun qu'il y ait encore plus d'activités pour les années à suivre, pour le monde qui sont malades, puis surtout que vous soyez à l'écoute de nous, savoir c'est quoi nos besoins, savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, que le monde apprenne à nous connaître. Fait qu'au moins, s'ils apprennent à nous connaître, ils vont dire, mon Dieu, cette personne-là, ça, aime ça, l'autre personne, au moins on sait dans quoi il s'en va, puis s'il avance ou il recule, tu sais. OK. Puis, tu peux-tu dire qu'il y a des activités plus que d'autres qui t'ont apporté au niveau spirituel, au niveau personnel? Ouais, mais moi, je fais quand même pas mal de sport, d'exercice, tu sais. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est que les activités extérieures sont meilleures qu'à l'intérieur parce que quand on est à l'hôpital, on est enfermé dans nos chambres, tu sais, on est comme plus solitaire et tout. Mais au moins, des activités qui se font dehors, tu sais. Bon, prendre une marche, prendre de la bonne air fraîche, se promener, prendre un petit café d'un petit resto, nanana. Ça, c'est cool, tu sais, mais à l'intérieur, c'est le fun aussi. C'est pas que c'est pas le fun, mais c'est parce qu'on est renfermé à l'intérieur, tu sais. Nous, il faut qu'on sorte pour ça, tu sais, se changer d'air, se refaire à neuf, puis tout. Moi, je pense que c'est ça. C'est plus que d'activités. Il y a telle personne qui vont dire, bon, moi, j'aime mieux cette activité-là, moi, j'aime mieux ça, moi, j'aime mieux ça. On est tous différents, hein? Quand ton processus de rétablissement a-t-il commencé? Ça a commencé quand j'étais à l'Annonciation. J'ai passé 2 ans là-bas. Après 1 an, j'ai arrêté de consommer complètement. Puis la
suite, c'est qu'après, ben, ils m'ont renvoyé à Saint-Jérôme après 1 an de sobriété pour avoir consommé. Puis, ben, c'est ça, quand je suis revenue à Saint-Jérôme, j'ai resté environ 3-4 mois au médico-légal pour essayer que je retrouve un appartement dans le coin Saint-Jérôme avec des personnes spécialisées pour m'aider. Fait que c'est ça. Fait que depuis que je suis rentrée dans l'appartement, ça fait 1 an et quelques mois, 4 mois à peu près environ, là, depuis l'été passé. Bon, ben, il y a du monde qui vient me voir chez moi, des infirmières, qui viennent me porter des médicaments. C'est quoi le déclencheur pour dire que tu as vraiment été dans ce qu'on dit le rétablissement, puis que là, tu es engagé encore dans ça? Quand je me suis dit, là, il faut que je m'en sorte, là, genre, ouais, ben, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est quand je suis à l'Annonciation. J'ai passé 2 ans là. La première année, je consommais. Je fumais pas, tu sais, je prenais du pot, ça pas de même. Mais là, après 1 an, là, je me suis dit, écoute, là, je veux pas passer 5 ans à l'Annonciation, là, parce que je consomme, puis c'est plus ça. Là, je dis, ma vie, c'est pas consommer, là, tu sais, c'est pas une vie, ça, là. Fait que là, 1 an après, comme je vous dis, j'ai passé 2 ans là. 1 an après, là, j'ai parlé à mon médecin, puis c'est plus ça, puis là, j'ai dit, écoutez, là, je veux plus consommer, je veux m'en sortir, je veux pas rester 10 ans à l'Annonciation, puis rien faire de mes journées, puis m'emmerder, je veux faire de quoi de ma vie, tu sais. Fait que j'ai commencé à parler avec les médecins, j'avais 1 ou 2 médecins une fois de temps en temps, parce qu'à un moment donné, ils ont changé, puis c'est plus ça. Bon, puis il y avait des éducatrices là-bas spécialisées, puis c'est plus ça, puis j'ai jasé avec eux autres des activités, puis j'ai jasé avec eux autres, puis c'est plus ça. Fait que pendant 1 an de temps, j'ai montré ce que j'étais capable de faire. J'ai commencé à travailler à l'hôpital là-bas. Je faisais la livraison des prélèvements à l'urgence, puis c'est plus ça. Puis je faisais des activités, puis je participais aux activités pour aider, puis c'est plus ça. Puis ben c'est ça. Fait que j'ai passé 1 an ça, sans consommer, faire vraiment là, tu sais, montrer ce que j'étais capable de faire. Puis ben c'est ça. Fait qu'après 1 an, ils ont dit, mon Dieu, de changer, tu veux vraiment, puis c'est plus ça. Puis je leur ai dit, j'ai écouté. Je veux m'en sortir, mais je veux pas que ça aille trop vite, parce que quand ça va trop vite, ça fonctionnera pas, ça va descendre, tu sais. Fait que je me suis dit, j'aime mieux que ça prenne plus de temps, mais que ça se fasse bien, que ça aille trop vite, puis que ça foire, tu sais. Fait que ben c'est ça. Fait que là, je m'en ai sorti, puis après, j'ai parti de l'Annonciation. Ils m'ont transféré, ça a pris 2 jours, passé au tribunal. Le lendemain, ils m'ont transféré à Saint-Jérôme. Puis ben, depuis, c'est ça, je suis arrivée au médico-légal à Saint-Jérôme il y a 1 an et demi. Là. Bon, ben, c'est ça. Puis là, ils m'ont aidé à me trouver un appartement, puis c'est, puis ça. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça, ça va super bien, je suis en appartement. Ils viennent me porter. Au début, ils venaient me porter mes médicaments, genre à tous les jours, fallait que je les prenne devant eux. Mais présentement, ça va tellement bien qu'ils viennent me voir 1 fois semaine. Le lundi, ils viennent me porter mes médicaments pour toute la semaine. Puis, ben, ils viennent me voir, genre le jeudi, le vendredi, un 10-15 minutes, ça va, bon, ben, comment ça va, puis c'est plus ça, quoi de neuf. Puis, ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, je m'en ai sorti, puis je suis vraiment fière de moi. Puis, ben, c'est ça. Fait que je souhaite que ça continue pour la vie éternelle. Puis, quand tu es arrivé à Saint-Jérôme-de-Lanaume, tu peux-tu dire que les conditions ici, ou en tout cas, les conditions de vie, t'ont permis de continuer dans ce rétablissement? Oui, ça n'a pas changé, mais ça, tu sais, comme quand je suis arrivée au médico-légal, là, bon, ça faisait 2 ans que je n'étais pas venue à Saint-Jérôme. Fait qu'en 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, les activités, puis c'est plus ça. Puis quand je suis revenue, genre, mettons, 2-3 semaines après, de l'Annonciation, j'étais à Saint-Jérôme. Bon, ben là, genre, on a été une sortie, genre, à cabane à sucre toute la journée, puis c'est plus ça. Puis, tu sais, genre, nos semaines étaient pleines, là. Tu sais, genre, lundi, bon, ça comme activité. Mardi, ça comme activité. Aller du lundi au vendredi. Fait que, tu sais, c'était comme ça avait changé, là, tu sais. Puis le personnel, Le personnel aussi, ouais, il avait l'air plus cool, plus. Je sais pas qu'est-ce qui a changé. Avant, comme j'ai été un peu arrogant, puis c'est plus ça. Ils sont peut-être encore un peu arrogants, mais on dirait que c'est comme. On le voit pas, tu sais, c'est comme ça passe ni vu ni connu, là. Non, mais c'est ça. Fait non, c'est bien. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de changements, puis c'est ça, il faut que ça continue, ça. C'est ça pour le monde ici, puis que le monde s'en sorte, puis qu'ils croient en eux, puis à peu près ça. Puis si tu avais à dire aux gens, au personnel de Saint-Jérôme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou continuer pour aider les gens à s'en sortir? Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, il y a une chose que le monde faudrait qu'ils sachent, là,
ceux qui travaillent ici, puis même le monde qui sont malades. D'être à l'écoute des autres. Quand quelqu'un te parle, d'être à l'écoute, comme je disais, vraiment connaître la personne à fond, genre connaître sa vie, c'est ça, les points positifs, les points négatifs de sa vie, puis c'est ça. Puis plus ils vont être à l'écoute de nous, plus qu'ils vont nous comprendre, plus ils vont être capables de nous aider, tu sais. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève, j'ai 28 ans. On a eu de la misère. On va l'avoir. Je ne sais pas si Marie-Ève voulait dire un petit mot. Je vais juste dire merci à toi, Marc, d'avoir fait la vidéo avec moi. Puis, à part ça, c'est ça. Merci à Geneviève aussi d'être avec moi pour les 3 jours pour le colloque. Puis, merci à tout le monde. Bravo, bravo, Marie-Ève. Bien, on vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Marie-Ève, pour nous? Sinon, bien, on va vous laisser aller en pause. Merci d'être resté jusqu'à la fin.